dans ce tumulte parlementaire. Alors, réponse, Aurore Bergé. C'est à mes parlementaires et aux députés de le dire, plus qu'à moi. Moi, je suis venue ici avec ce sur quoi on a travaillé tout au long de cette année, parce que je pense que c'est important de montrer surtout qu'on travaille. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et je crois que c'est comme ça. Ce sont les projets de loi adoptés ou ce sont les propositions de loi à l'initiative des députés? De propositions de loi, de propositions de résolution qui ont été adoptées, dont beaucoup, un tiers d'entre elles à l'unanimité de notre Assemblée, sur les questions de santé, sur les questions d'autorité, de respect de la propriété privée, sur les questions de rapport de force aussi avec la grande distribution, ce qui n'est pas une loi simple à faire adopter, mais adoptée elle aussi à l'unanimité, sur l'affirmation d'un certain nombre de corpus de valeurs. Je pense évidemment à ce qu'on a fait sur les droits humains, que ce soit sur l'Iran, sur l'Arménie, sur l'Ukraine à plusieurs reprises. Donc c'est pas du tout une mission impossible à vous entendre, parce que le contexte est rude, il faut le reconnaître. Oui, c'est un contexte qui est à la fois difficile et c'est aussi une chance pour les parlementaires d'arriver à s'exprimer plus, d'assumer plus de liberté aussi. Je crois que ça c'est très important de dire que l'initiative elle est partagée. Il y a à la fois l'initiative gouvernementale et en totale loyauté et soutien au président de la République et à la Première ministre, et puis il y a l'initiative que nous portons. Et je suis très fière au bout d'un an qu'il y ait une trentaine d'initiatives, non seulement qui aient été portées, mais qui aient été adoptées, qui a été adopté pour certaines à l'unanimité, montrer que notre groupe ait permis ça, le faire aussi avec la majorité, c'est-à-dire et avec le MoDem et avec Horizon, parce qu'on est trois groupes avec trois identités, avec trois histoires différentes, et encore une fois des choses qui, je crois, change la donne et montre aussi, moi je vois que les critiques qu'on pouvait avoir dans le précédent mandat, ça ne veut pas dire qu'elles étaient plus justes, mais on avait régulièrement ces critiques de députés Playmobil, de députés Godillot. Je ne l'entends plus depuis un an. Et je suis très fière de ne pas l'entendre parce que ça veut dire que nos parlementaires, les députés du groupe Renaissance, je crois, se sont imposés. Oui, quand c'est plus difficile aussi, on existe davantage. Sans doute. Et on sent que voilà, le job vous plaît totalement. Pas de regret. Ah non, mais j'ai aucun regret. Moi, je suis fière déjà. Moi, sur la page des retraites, quand même. Moi, j'ai été élue. Parce qu'il faut qu'on en parle. Ce qui est important aussi. Moi, ma légitimité, c'est que les députés m'ont élue. Il y a d'autres groupes politiques, LFI ou le RN, la question se pose pas. Il y a un chef qui est imposé. Moi, voilà, j'ai eu la chance d'être élue, donc je sais aussi à la fois la responsabilité que c'est et que je dois porter la voix qui est d'abord la voix de mon groupe. D'ailleurs, les macronistes remettent d'ailleurs en jeu bien sûr, tous les ans, et ça c'est une nouveauté, les postes clés, les responsabilités à l'Assemblée. La page des retraites, elle est en train de se tourner. La réforme a été promulguée, mais à quel prix, Aurore Bergé? Est-ce que vous ne croyez pas que le fait quand même que pas de vote des 577 députés sur une réforme comme celle-là, sur le recul de l'âge de départ, ça va laisser quelques traces? Le prix, c'est aussi celui de la cohérence et celui de la responsabilité. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse d'autre? Quelle est la décision que le président de la République et la Première ministre auraient dû prendre? Dire pas de finalement, 49.3. Très bien. Et donc dire finalement, on prend le risque aussi, et je peux comprendre déjà, je pense que personne n'aurait aimé être à leur place au moment où ils prennent cette décision. Peut-être pour ça que c'est lui le président de la République et elle la Première ministre. Ils prennent cette décision en totale responsabilité, en sachant qu'ils auront à affronter, évidemment, peut-être de la frustration et sans doute de la colère. Donc ils le font en pleine conscience de ça, mais parce que ça fait des mois, des années, qu'on dit que cette réforme, elle est nécessaire pour le pays. Et donc, on ne peut pas renoncer à la mettre en place. Ou alors, ça veut dire qu'on aurait dû renoncer à d'autres politiques publiques. Il faut quand même que chacun ait conscience qu'aujourd'hui, chaque année, c'est l'État qui rend flou et qui finance nos retraites. Le système par répartition tel qu'il existe aujourd'hui ne suffit plus à payer nos retraites et va continuer à de moins en moins suffire, surtout si on n'avait pas fait cette réforme. Donc vous pérennisez son équilibre et ça permettra de dégager des recettes en plus, peut-être pour financer des investissements d'avenir. Ça permet surtout de ne pas avoir à compenser chaque année, au risque que du coup les politiques publiques dont on a parlé notamment au début de votre plateau, sur les questions de santé, sur les questions de services publics en général, sur les questions de l'école, auraient pu être abîmées si on n'avait pas réussi cette réforme. Il n'empêche que certains ne désarment pas ici à l'Assemblée alors que la réforme est promulguée. On va écouter l'insoumis Manuel Bompard sur France Info ce matin pour qui le combat continue ici même au Palais Bourbon. Il y a de nouvelles niches parlementaires de nos différents groupes de la NUPES qui vont arriver à la rentrée. Nous redéposerons des lois d'abrogation pour obtenir enfin cette abrogation. À la fin de l'année, on aura une discussion sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Nous proposerons des amendements à l'intérieur de cette discussion pour revenir sur cette réforme des retraites. Et en tout état de cause, je vous le dis, aux prochaines élections nationales, nous défendrons l'abrogation de la réforme des retraites et le retour à la retraite à 60 ans. Comment vous allez faire si des textes d'abrogation des 64 ans reviennent? À chaque fois, l'article 40 sera
sera déposé et le texte sera déclaré irrecevable. Il faut interroger sa déclaration, c'est-à-dire qu'il ment et il sait pertinemment qu'il ment. Il sait pertinemment que quand bien même ce texte serait débattu et serait adopté à l'Assemblée nationale, ce texte ne serait pas adopté au Sénat, il n'y aurait pas de commission mixte paritaire, bref, ça ne rentrerait pas en application. Donc on peut faire tous les plateaux télé en mentant. C'est pas un problème. Certains le font. Rien Ils font vraisemblablement de très bien. déposer une proposition de loi il peut déposer dans le cadre de sa niche parlementaire. Il ne peut pas dire nous abrogerons dans ce mandat. Oui, non, parce qu'il n'a pas de majorité. Il n'a pas de majorité pour le faire. Et surtout après, ce sera leur responsabilité. Mais là, il dit simplement qu'il dépose un texte. Mais ça veut dire que l'article 40 à nouveau jouera. Mais est-ce que ça ne suscite pas une forme de précédent dangereux? Déjà, il n'y a pas de précédent dangereux à faire respecter la Constitution, à faire respecter nos institutions, à faire respecter les règles. Il y a ceux qui veulent le chaos, qui veulent la conflictualisation permanente, qui l'ont même théorisé, qui l'ont même assumé, qui revendiquent l'obstruction systématique. Très bien pour eux. C'est leur manière de faire de la politique. C'est pas la nôtre. À la fin, ce qu'ils vont dire aux Français, c'est donc que les 4 années qui viennent ne seront pas 4 années utiles pour les Français, qu'ils n'ont donc aucune autre proposition à faire et que les seules propositions de la NUPES, ça a été la réintégration des soignants non vaccinés. C'est quand même un message que je trouve extrêmement violent à l'égard des Françaises et des Français qui, eux, ont agi en responsabilité et des soignants. Ça ne sert à rien à vous entendre à l'Assemblée. Ils servent le Rassemblement national. Ils servent par leur vacarme, par leur bruit permanent, par la conflictualisation qu'ils veulent réaliser. Ils sont responsables de sa progression. Mais vous avez un effet de contraste qui joue de manière évidente. Quand vous avez un groupe qui systématiquement, et qui encore une fois le théorise, pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit, qui veut systématiquement instaurer ce chaos, eh bien en face, vous avez juste à rester calme et à ne rien dire. Ils permettent au Rassemblement national de passer inaperçu. C'est ça le vrai sujet quand même que l'on a depuis un an. Parce qu'à la fin, je suis interrogée sur quoi au bout d'un an? Je ne suis pas interrogée par vous sur le Rassemblement national. Je ne suis pas interrogée par vous par le danger de l'extrême droite dans notre pays. Je suis interrogée sur qui? Sur la France insoumise. Et pas vraiment sur le fond, mais sur l'attitude qui est la leur. Sur des procédures qu'ils utilisent pour essayer de faire abroger cette réforme. Ça montre bien, encore une fois, que la seule chose qu'ils ont réussi à instaurer, c'est qu'on parle de non sur le fond, mais sur la forme, et c'est qu'on ne parle plus de ceux qui sont le vrai danger dans notre pays, à savoir le risque de l'extrême droite. Celui qui aurait dû, aux yeux de beaucoup de députés de la majorité, peut-être c'est aussi votre cas, déclarer irrecevable cette proposition de loi Lyotte, c'est Éric Coquerel, le président de la Commission des finances, président insoumis. Souhaitez-vous qu'il soit reconduit dans ses fonctions à la tête de cette commission ? Il a failli à sa mission de manière évidente. On a, depuis la réforme constitutionnelle, un fait qui est que cette fonction, qui est très importante, revienne à un député de l'opposition. Et il doit pourtant être le garant de nos institutions. C'est pas parce que vous êtes un président de commission que vous êtes un président Renaissance, Modem, Horizon ou Insoumis. Vous êtes président de commission. Moi, les présidents de commission de la majorité, il n'y en a pas un qui remplit son rôle de manière arbitraire ou partiale. C'est ce que lui a fait. Il a fait régner l'arbitraire parce qu'il a refusé d'appliquer et de faire valoir la Constitution. Son poste, il est remis en jeu mécaniquement. Il est remis en jeu le 3 octobre. Comme tous les autres postes clés à l'Assemblée, les députés de la majorité pourraient participer au vote. Ça changerait la donne. C'est un débat qu'on aura. Je ne sais pas si vous aurez ce débat. Parce que d'ordinaire, il est de tradition que comme ça revient à l'opposition, la majorité ne vote pas. Moi, je pense que c'est sain aussi qu'on puisse avoir ce débat entre nous. Et moi, je prendrai la position qui sera la position majoritaire de mon groupe et en lien avec les 2 autres groupes de la majorité. Si les députés Renaissance considèrent majoritairement et Horizon Modem qu'il faut voter pour le président de la Commission des finances, vous les soutiendrez? Moi, je suis présidente d'un groupe, donc moi, j'écoute mon groupe et on travaille de manière démocratique. Donc, s'il y a une majorité qui se dégage dans notre majorité, alors je l'écouterai évidemment, mais je pense qu'encore une fois, soit il assume de remplir sa fonction de manière respectueuse de nos institutions, soit il la remplit de manière partisane, et là, il s'égare, il s'éloigne du rôle qui doit être le sien. Et pendant ce temps, il y a Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance, qui réunit les députés Renaissance pour une réunion très politique pour évoquer la stratégie de la majorité et pourquoi pas une coalition avec les Républicains. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs de remaniement, ce qui déstabilise un peu d'ailleurs la majorité en ce moment. C'est la solution pour sortir du blocage à l'Assemblée, une coalition avec les LR ? Stéphane Séjourné, qui est le président de Renaissance, ne nous a pas invités à échanger en disant « Bonjour, êtes-vous pour ou contre une coalition avec les LR ?» C'est pas comme ça. Le sujet est quand même au menu de la réflexion. Pour mieux l'évacuer, peut-être. Moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que depuis un an, alors qu'on nous prédisait quelques semaines de courte vie à l'Assemblée nationale, on nous disait que les dissolutions étaient inévitables et que dans 3 mois, ces dissolutions auraient lieu. Vous m'invitez pour les 1 an, et les 1 an d'une majorité qui a tenu
qui a tenu collectivement, ce que disent d'ailleurs mes collègues Jean-Paul Mattei, Laurent Marcangeli, et qui a tenu et qui a permis de faire adopter des textes. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est nouveau, parce que à chaque fois qu'un texte arrive dans l'hémicycle, on doit trouver une nouvelle majorité pour le faire adopter. Vous êtes favorable à cette option-là? Finalement, il n'y a pas besoin d'un accord politique pour sortir des blocages. C'est un débat qu'on aura, et c'est sain qu'on ait à un moment. Il y a une configuration inédite, donc c'est bien qu'on ait des débats qui sont aussi un peu inédits. Par contre, ce que je constate, c'est que on a réussi depuis un an à faire avancer sur les questions du travail qui sont essentielles, non pas juste les retraites, mais l'assurance chômage, lycée professionnel, on va avoir la loi sur le plein emploi, la question du RSA, sur les sujets régaliens, on parle beaucoup de l'immigration. C'est ma dernière question. Mais la loi de programmation militaire, elle a été largement adoptée. Oui. La loi de programmation sur la sécurité intérieure et les lois justice qui vont arriver. Donc, mais la loi elle est très compliquée, cette loi. Est-ce que déjà vous reconnaissez ceux que vous avez un peu fréquentés, Éric Ciotti, Alain Marleix, aujourd'hui, ou pour vous, ils sont sur la même ligne que Marine Le Pen? Non, je pense qu'il ne faut pas tomber dans les caricatures et dire ça. J'étais plus étonnée quand Olivier Marleix a réagi par rapport à ce qui se passait à Annecy, où il a réagi, je pense, de manière maladroite, et il a réagi de manière plus excessive même que ce qu'a fait Marine Le Pen. L'immigration incontrôlée tue, avait-il écrit dans son tweet. Je crois que parfois il y a des postures. Après, non, je ne peux pas les ranger sur le même plan d'égalité. C'est pas la même histoire politique, c'est pas les mêmes valeurs, et ce serait honnêtement de la posture de ma part que de dire ça, et je ne pense pas que ce soit le cas et que ce soit juste de le dire. Bon, donc vous rempilez, ça vous fait pas rêver, le gouvernement? Mais moi, encore une fois, d'un mot, il faut conclure. D'un mot, c'est arrogant si je vous dis que c'est inenvisageable que je rentre au gouvernement, mais j'aime profondément ce que je fais, et j'ai souhaité ce poste, et j'ai été élue par les députés à ce poste-là.